Sous la lumière du football et du rectangle vert se cache un homme que l'on n'aperçoit pas. Ce héros dans l'ombre est sans nul doute moins acclamé par le public, mais son dur labeur en négociation et conseil marque son nom en encre d'or dans l'histoire du football. L'agent sportif, dont le rôle va au-delà de la simple présentation des revenus de leurs clients, ou encore des échanges avec des parties prenantes décideurs de l'avenir des acteurs du football. Dans tous les cas, il est important de comprendre les responsabilités liées à ce poste. Les paroles s'envolent, mais les vidéos No Limit restent. Je vous embarque dans cet entretien exceptionnel avec un homme influent, très dynamique dans le domaine du football africain, mais aussi mondial, conseiller sportif, mais aussi promoteur d'événements africains. Yves Sawadogo, pour ce numéro spécial de No Limit, présenté par Junior Kiakou. Yves Sawadogo, ce nom qui ne passe plus inaperçu dans le milieu du football africain, parce que ton palmarès, ton parcours parle pour toi-même, Yves. C'est pour nous un plaisir d'être ici à Abidjan et d'être reçu par toi, Yves Sawadogo. Comment tu vas? Merci Junior, je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va, long voyage. C'est vrai qu'on parcourt, on sillonne l'Afrique pour être à la recherche. Comme tu sais, No Limit, c'est ce projet qui met en avant les talents africains qui travaillent à révolutionner leur industrie. Et toi, tu fais partie de ces personnes-là. Et c'est pour nous un honneur de pouvoir parler, échanger avec toi sur les questions qui touchent le football. Ben, tout l'honneur est pour moi surtout justement de participer à votre émission, No Limit. Yes, Yves, No Limit, Kinshasa, Libreville, Gabon, Dakar, aujourd'hui Abidjan, quoi. C'est No Limit. Ben, bienvenue à Abidjan. Merci. Ici, apparemment, on dit Aquaba. Aquaba, exactement. Merci beaucoup, Yves. Tu sais, d'entrée de jeu, tu es dans le domaine du football. Tu sais que le football a changé, le football est devenu moderne. Le football, c'est vrai, les acteurs qui sont beaucoup plus mis en avant sont les joueurs de football. Tout à fait. Mais il y a plusieurs autres métiers qui sont dans le football, dont notamment le métier du consultant sportif, consulting dans le football. Qu'est-ce que ce métier veut vraiment, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce métier vraiment? C'est vrai que quand on parle de foot, il y a une telle passion qui fait qu'on ignore justement qu'au-delà du rectangle vert, plusieurs intelligences se sont créées autour. Ouais. Donc, c'est plusieurs professions également qui se rattachent aujourd'hui au foot. Et pour moi, d'où la nécessité justement de parler de consulting dans le domaine du foot, parce qu'il est hasardeux de se lancer ou alors de s'engager dans des projets autour du foot en ignorant justement ou en n'ayant pas une maîtrise parfaite, en tout cas une bonne maîtrise d'ailleurs de toutes ces intelligences qui contribuent aujourd'hui à produire un match ou alors en tout cas à développer le football. Donc le consulting pour moi, c'est être capable surtout, non seulement comprendre qu'il y a plusieurs intelligences aujourd'hui qui se greffent autour du sport, mais c'est surtout arriver justement à tailler sur mesure des projets, avec de façon pertinente autour du foot. Est-il important d'avoir un réseau fort? Je pense qu'au-delà du foot, aujourd'hui, beaucoup de choses se font avec du réseautage. Vous ne connaissez personne, vous n'avez pas d'interlocuteur, donc il devient difficile justement de vous engager dans des projets. Donc le réseau, à mon avis, est capital aujourd'hui pour mener des activités autour du foot. C'est un monde, je dirais, multidimensionnel, c'est un monde qui touche à tout, au monde des affaires, à la politique, à la culture. Le foot est une arme puissante. Ça touche à tout, au monde des affaires, justement. L'entrepreneuriat, c'est aussi invité dans le milieu du football. Comment on explique ça? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore méconnu en Afrique. Ici, quand on parle de foot, on parle tout de suite de sport, on parle du terrain, du rectangle vert, mais on ignore que, oui, on peut entreprendre puisque plusieurs intelligences se sont créées, donc plusieurs professions aujourd'hui se sont créées autour du foot. Donc on peut parler d'entrepreneuriat. Et c'est ce que moi je fais depuis quelques temps. En tant que je me considère comme entrepreneur dans le domaine du sport. Tu l'es. Parce que j'ai des activités justement qui tournent autour du sport. Mais sauf que je me suis rendu compte au fil du temps que ces activités m'amenaient très souvent également à sortir du cadre du foot. D'accord. Il faut parler avec un banquier, il faut parler avec un homme d'affaires, avec un homme politique,
avec un homme du showbiz. Et c'est là que je découvre justement la dimension, une autre dimension d'ailleurs du foot. Entrepreneur aguerri que tu es, initiateur, aguerri, je ne sais pas, c'est clair que je... Moi, je le confirme. Hein. Mais non, mais c'est vrai que, bon, en plus, j'exerce dans un contexte africain où tout est à faire. Donc, on est sur un chantier. Ça met du temps, mais de façon progressive, c'est tout un process. Il faut toucher à, justement, toutes ces choses, justement, qui convergent autour du foot. Justement, dans ce chantier, on a vu un bâtiment sortir de terre qui s'appelle la Nuit du football africain, dont tu es l'initiateur. Comment est-ce que cette aventure a vu le jour? Alors, de par ma passion pour le foot, mais surtout d'une analyse faite en me disant que il était important que chez nous en Afrique, ou il est important que chez nous en Afrique, on ait la notion de la reconnaissance. Parce que, vous voyez, on vit dans un continent où nous avons beaucoup d'atouts, mais malheureusement, qui ne sont pas aussi valorisés. Alors, en créant la Nuit du football africain, l'idée de la Nuit du football africain, je me suis dit avec, enfin pas seul parce que j'ai toute une équipe avec des amis, qu'il était important justement de créer un cadre capable de réunir justement des sommeliers du foot. Mais au-delà d'un event, il fallait trouver cette possibilité de véhiculer des messages. On a commencé par une cérémonie de remise de prix aux légendes du football africain parce qu'on estimait qu'il fallait leur rendre hommage. Parce que, bon, après une carrière réussie, quand on connaît le milieu du foot qui est très difficile, et très souvent, ces footballeurs apprennent leur métier dans des conditions extrêmement difficiles. En Afrique, pas d'infrastructures sportives. Quand on voit d'où ils partent et les sommets auxquels ils arrivent, on se dit waouh! Et puis, quand ils arrêtent, j'estime que ces gens peuvent toujours servir d'ambassadeurs. D'accord. Et de véhiculer des images, enfin des messages. Des messages. Et je me suis dit, alors, il ne faudrait pas que la carrière s'arrête, que quand le gars ou le joueur a arrêté de jouer. D'accord. Il peut y avoir une prolongation. Et cette prolongation, c'est la Nuit du football africain, qui leur rend hommage, qui reconnaît leur mérite, la carrière justement réussie et qui les réunit le temps d'une soirée pour justement leur véhiculer ce message que l'Afrique est reconnaissante de ce que vous avez pu à un moment donné apporter comme joie, bonheur à tout un continent. Tu as dit à un moment que ça peut te pousser à sortir des terrains pour aller voir des banquiers, mais surtout des hommes politiques. Le football, par moments, rime avec politique. Mais je crois que le foot, c'est la politique. Vous avez le rectangle vert en dehors du rectangle vert, tout ce qui se... De toute façon, quand vous prenez la politique aujourd'hui, c'est la gestion de toutes les intelligences. Tout à fait. Et comme je vous l'ai dit tantôt, autour du foot, il y a plusieurs intelligences. Donc celui qui a compris le foot et sa gestion doit avoir des bonnes notions en politique. Et quand vous prenez que vous avez de bonnes notions en politique, vous pouvez être un bon dirigeant. Justement, pour les 3 dernières années, nous avons remarqué que l'année du football a été parrainée par des autorités politiques. Et pour la dernière édition qui a eu lieu en République démocratique du Congo à Kinshasa, dont nous étions présents, c'était sous le haut patronage du chef de l'État. Je crois qu'on a commencé notre aventure difficilement. Manque de sponsors, trop de problèmes financiers, des difficultés justement à lever des fonds. Et donc ça n'a pas du tout été évident. Et comme, et je pense que ça c'est au fil du temps, on a compris que notre événement avait une dimension politique. D'accord. Et depuis effectivement 3 éditions, on s'est donné vraiment beaucoup de moyens de toucher des autorités politiques et qui nous ont soutenus. Donc on a compris tout de suite la portée politique. Parce que ne dit-on pas souvent que le foot est l'opium du peuple? Bien sûr. Alors si le foot est l'opium du peuple, je pense que les politiques savent, tout n'est pas politique, comme le disait, je ne sais pas quel... Nicolas Machiavel, tout n'est pas politique, mais les politiques s'intéressent à tout. Et je pense que la foule que le monde draine est une base électorale. Et on sait aussi que
le foot est le sport roi. Bien sûr. En Afrique et même au-delà. C'est une religion. C'est une religion. Que ce soit l'homme politique ou l'homme tout de suite qui a des activités, je dirais, dans la rue, tous ont une passion commune qui est le foot. Le football. Et nous, je pense qu'on a trouvé justement, à travers les appuis politiques, l'intérêt justement de soutenir la Nuit du football africain, qui est un événement panafricain. Mais surtout, ce qu'il faut aussi saluer, c'est que ce soutien que ces autorités politiques nous apportent en tant que jeunes Africains. Parce qu'on a très souvent eu l'habitude de voir des choses qui concernent l'Afrique venues d'ailleurs. Je pense que pour une fois, et nous, le discours, c'est le discours qu'on a vraiment pour justement arriver à convaincre les autorités politiques de nous accompagner. Nous sommes africains, nous avons un événement panafricain, nous travaillons à valoriser notre continent et on pense que oui, on peut être aidé, on peut être soutenu. Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs pour moi, à travers votre émission, de rendre un vibrant hommage à toutes ces personnalités politiques qui ont bien voulu, en tout cas, nous accompagner. Et l'aventure continue, on est déjà à cette édition. La dernière édition, justement, a eu lieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quel souvenir tu gardes de cette 7e édition? Écoutez, c'était déjà la première édition, la première fois que j'allais à Kinshasa. Je découvre une très belle ville, une ville qui a son charme. Je découvre une autre culture. Et je garde de très beaux souvenirs parce que finalement, je suis resté 6 mois, mine de rien. Comment le temps passe vite. J'étais parti pour 2 semaines de prospection. Et j'ai vite compris qu'il fallait que je m'établisse pour mener à bien le projet. Si je suis resté 6 mois, mais de façon permanente à Kinshasa, c'est parce que, oui, j'ai découvert une très belle ville, j'ai découvert un peuple accueillant. Et au final, on a pu réussir une édition après Covid, réussie. Et je profite d'ailleurs de l'occasion également remercier son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, qui s'est beaucoup impliqué, le ministre des Sports, Serge Condé, qui se sont beaucoup mobilisés, Amadou Diaby, qui effectivement a été le point focal, et toutes ces personnes qui se sont impliquées pour la réussite de la 7e édition de la Nuit du football africain à Kinshasa. Quelles sont les perspectives d'avenir donc pour la Nuit du football africain? Est-ce que peut-être, on n'ira peut-être pas dans un pays anglophone aussi, peut-être pas, non? Non, je pense, on n'est pas fermé, sauf que les perspectives, c'est continuer justement année après année à se battre justement pour aller dans un élan. Et on vient de sortir d'une 7e édition. Ne dit-on pas que jamais 8, non, jamais 708. Exactement. On espère une 8e édition. Exactement. Et en ce moment, on est en pleine prospection, échange avec quelques pays intéressés qui pourraient justement accueillir la 8e édition de la Nuit du football africain. Mais d'ici le mois de décembre, on sera situé sur le lieu exact de la prochaine, la 8e édition de la Nuit du football africain. Justement, Yves, expert du football africain que tu es, quelle analyse, après, on va dire, autopsie que tu fais du football africain? Quels sont les résultats? Est-ce que le football africain est toujours malade? Il est malade. Il est malade, il est très malade justement parce qu'il n'est pas géré avec une certaine expertise. Quand on parle d'expertise, on parle justement d'une connaissance parfaite, non seulement du football, mais du contexte dans lequel on le pratique. Voilà, ça c'est la difficulté que beaucoup ont encore à comprendre que chaque pays a sa géopolitique et qu'on ne développe pas le football de la même façon en RDC qu'en Côte d'Ivoire. Ces 2 pays n'ont pas les mêmes situations socio-économiques. Ces 2 pays n'ont pas les mêmes atouts ou les mêmes acquis en termes d'infrastructures. Et donc, il faut une véritable expertise, donc quelqu'un qui peut avoir l'expérience justement de plusieurs terrains. Mais dis-moi, tu sais que le football évolue, le football se modernise et se développe. Bien sûr. Sous d'autres cieux, on voit aujourd'hui comment est-ce que la communication, le marketing et même le lobbying est vraiment ancré dans le football. Mais au niveau africain, on a l'impression qu'on traîne encore les pattes. Oui, alors cette question, elle est très délicate parce que, regardez encore, en Europe, ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont des droits télé. Donc, ils ont des diffuseurs.
Et pour avoir des diffuseurs, il faut des annonceurs. Okay? Donc les sociétés ont compris la nécessité d'associer leur image au foot parce que le foot reste l'un des meilleurs produits marketing. Exactement. Il n'y a que chez nous encore où ça traîne parce que les sociétés en général trouvent qu'il n'est pas toujours, je dirais, important d'investir beaucoup d'argent. Vous prenez des grandes marques comme Coca-Cola qui continuent justement, vendues partout dans le monde entier, mais qui continuent justement de mettre beaucoup d'argent pour la publicité. Donc, pour gagner beaucoup d'argent, enfin, si on revient, si on prend le modèle européen, ils sont à des années, lumière, et ce serait vraiment une erreur de penser que ce qui se fait en Europe peut se faire ici. Copy-paste. En Afrique, il faudra d'autres considérations, une autre stratégie. Et pour moi, elle reste très politique. Elle reste la solution justement des politiques. D'accord. Et quand vous prenez des sélections africaines qui ont du sponsoring, vous pensez toujours que c'est parce que leur produit est vendeur? Non, il y a toujours des recommandations politiques qui demandent justement aux sponsors d'accompagner l'équipe nationale. Et quand vous faites des affaires dans un pays et que vous brassez beaucoup de chiffres d'affaires, vous ne pouvez pas dire non aux politiques, parce que ce sont eux qui vous permettent justement de faire des affaires. Donc si on veut régler le problème du marketing sportif en Afrique, on risque de... Même nous, quand on organise la nuit du football africain, on va frapper à la porte des sponsors. On propose des packs de sponsoring. Mais vous pensez que les sponsors viennent toujours à hauteur de ce qu'on demande? Non. Mais très souvent, les quelques sponsors qui s'engagent à nous accompagner, il y a toujours des recommandations. Vous voyez, donc nous, on a compris à travers l'event, parce que quand vous parlez du marketing sportif, de marketing de communication, ça touche l'événementiel. Bien sûr. Donc, toutes les difficultés que nous, on a eues au début, c'est parce qu'on n'était pas suffisamment aguerris, on n'avait pas compris qu'il valait mieux avoir justement des soutiens politiques qui faciliteraient par la suite beaucoup de choses que d'aller directement vers des sociétés en leur disant « Tenez, on a un événement, on a tel média et tel média avec une bonne visibilité, et qu'on vous sollicite pour du sponsoring. On l'a expérimenté, on s'est cassé la gueule. Et après, on a compris qu'il valait mieux justement passer par la voie politique. Et d'ailleurs, dans tous les pays où le football se porte bien, vous verrez que les politiques sont derrière. D'accord. Parce que, bon, sans les politiques, c'est compliqué. Ça, c'est la réalité africaine, c'est difficile. Petite parenthèse, Yves, comment juges-tu l'implication des parents de joueurs dans la carrière de leur fils? C'est très difficile aujourd'hui, parce que encore faut-il avoir des parents qui savent faire la part. Mais c'est clair que les expériences que j'ai pu, moi, voir, c'est une grave erreur que certains parents s'immiscent dans des affaires du foot. Le business, il est sensible. Et alors, quand on est père et qu'on pense, on peut accompagner son enfant. On peut être attentif justement à l'évolution de son enfant, avoir des interlocuteurs justement qui tournent autour de votre fils. Mais de là justement aujourd'hui à se positionner comme agent, c'est un milieu qui est très restreint, qui est très fermé. Et je pense qu'il faut laisser aux agents la liberté de faire leur boulot. Ils n'ont pas beaucoup aujourd'hui n'ont pas les mains libres. À peine ils s'intéressent à un joueur qui commence à sortir la tête de l'eau, vous avez des parents tout de suite qui sont... Voilà. Il y a des parents qui arrivent justement en toute intelligence à comprendre la nécessité de laisser justement des spécialistes gérer la carrière de leurs enfants tout en les accompagnant. En facilitant aussi, parce que vous savez, la gestion de carrière d'une carrière, elle n'est pas seulement sportive. Elle est aussi à la fois justement sociale. Donc, vous avez des parents qui peuvent effectivement être un complément pour justement le conseiller sportif du joueur, l'accompagner et régler beaucoup de choses autour. Mais c'est dommage aujourd'hui que beaucoup de parents s'immiscent dans le business. Et le constat triste que je fais, 90% des joueurs qui ont été gérés par leurs frères ou par leurs parents ont connu des fins de carrière difficiles ou des carrières qui ont pris une autre tournure. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas qualifiés pour. Donc je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Les parents devraient justement comprendre d'abord comment le milieu fonctionne. Exact. Ils ne sont pas toujours justement au cœur justement des décisions. Donc il y a forcément des informations qu'ils n'ont pas, qui leur échappent. Et je pense que la meilleure stratégie, c'est de faire confiance à un agent qu'on encadre, qu'on suit pour la gestion de carrière justement du joueur en question, du fils.
Et justement, tu as été très longtemps dans le milieu du football. Comment tu expliques que certains joueurs expérimentent une fin de carrière sombre où ils se retrouvent quasi à la rue, les millions ne sont plus là? Non, parce qu'en réalité, quand on joue, on ne voit pas la fin de carrière venir. Et encore, tout à l'heure, je disais que l'entourage compte beaucoup. Vous savez, vous gagnez beaucoup d'argent, tout le monde est à vos pieds, vous ne voyez pas le temps passer. Et puis bon, pour beaucoup aussi, c'est pas évident quand on gagne jeune beaucoup d'argent. On perd la tête quand on n'a pas un entourage sain. Et toutes ces difficultés sont liées au fait que l'entourage n'est pas toujours à la hauteur de la gestion de la carrière du joueur. Et ensuite arrive cette fin de carrière où elle n'est pas préparée, où on ne sait pas ce qu'on va faire. On passe justement, on bascule vers un monde, donc le monde de l'anonymat, où vous êtes obligé vous-même de faire tout de vous-même. Vous réapprenez le monde, ok? Et c'est en ce moment que tout devient, je dirais, brutal, ok? Parce que bon, quand vous êtes en activité, vos billets d'avion, c'est pas vous qui les payez. C'est même pas vous qui les réservez. Vous appelez au club, on vous réserve des billets d'avion. Le club qui vous trouve une maison. Vous avez quelques personnes qui se disposent parce que vous avez de l'argent, vous êtes connu. Mais sauf qu'on ne vous apprend pas à vous occuper de vous-même. D'accord. Et à la fin de carrière, il faut s'occuper de soi-même. Il faut s'occuper de ses affaires. Ok? Et je dirais que la fin de carrière sonne en fait comme une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est comme un enfant à qui vous donnez justement une Ferrari. Ok? Pendant longtemps, on a été assisté. Oui. Maintenant qu'on passe à une autre vie où il va falloir, je dirais, s'occuper de soi-même, c'est là qu'on découvre qu'on n'a pas les rudiments pour. D'accord. Vous voyez? Oui. Et investir est un métier. Quand vous gagnez beaucoup d'argent, l'investir, il faut avoir un environnement sain. Et très souvent, ce qui est pathétique, c'est un monde qui attire beaucoup de gens véreux. Parce qu'ils viennent tous avec l'idée de pouvoir prendre de l'argent. On s'en fout de savoir si le footballeur, à la fin de sa carrière, okay, le produit qu'on lui propose, est-ce qu'il pourra justement en tirer profit, bénéfice? Non. Il faut mettre de l'argent. Okay? Et ce qui est encore dommage, ils se partagent tous toujours les mêmes mauvaises idées en termes d'investissement. Alors, moi, je pense qu'au-delà des immeubles, des appartements, enfin, des maisons, du patrimoine immobilier qu'on peut acheter, je pense que, oui, on peut investir de l'argent dans des sociétés qui marchent en prenant dans l'actionnariat. On peut travailler justement à mettre justement une entreprise, peu importe, mais aussi à préparer son après-football en suivant une formation dans le secteur dans lequel on souhaiterait investir beaucoup d'argent. Oui. Voilà, donc c'est autant de choses qui font qu'à un moment donné, des investissements sont très mal faits, par un entourage, un mauvais entourage, une mauvaise orientation et des problèmes d'impôts également, parce que bon, vous avez beaucoup qui sont rattrapés par le fisc parce que bon, voilà, ils n'ont pas été conseillés. Et je pense qu'un footballeur, pour bien mener sa carrière, il a vraiment besoin d'avoir une belle équipe, une bonne équipe autour. Donc ça va d'un conseiller sportif à un fiscaliste, à un avocat spécialisé en droit d'affaires, des affaires, un bon financier, mais c'est vraiment toute une batterie qu'il faut autour d'un joueur pour l'accompagner tout au long de sa carrière et préparer l'avenir. Yves, le racisme, ce fléau qui ronge le football, comment y remédier? Alors vous savez, je vais être très clair là-dessus. Je pense qu'il est important que nous, Africains, nous-mêmes, on apprenne déjà à s'accepter. Qu'on accepte déjà qu'un Guinéen gagne bien sa vie au Sénégal, qu'un Sénégalais gagne bien sa vie au Tchad, qu'un Tchadien vive tranquillement en RDC. Donc, sans d'autres considérations. Il est important qu'on arrive à nous surpasser et à vaincre justement la xénophobie. Alors, si nous regardons en Afrique,
on se regarde nous-mêmes dans la glace, est-ce que ce problème n'est pas existant? Le problème de xénophobie. Quand nous serons suffisamment unis, je pense qu'on sera suffisamment fort pour vaincre ou crier d'une même voix et dire non au racisme. Ce sont des cris racistes qui sont descendus des travées des supporters de la Romareda. Monsieur Esquinas Torres l'a entendu, il est allé voir le délégué. Samuel Eto'o ne veut plus jouer. Le problème du racisme, il est bien là, bien réel, mais je pense que le problème, il est pris par le mauvais bout. OK? Oui. Réglons déjà nos problèmes entre nous, Africains. Sautons justement cette barrière de la xénophobie. Oui. OK? Et ensuite, d'une même main forte, on pourra justement, je dirais, vaincre le racisme. Voilà, c'est mon avis là-dessus sur la question du racisme. Yves, comme moi, tu vois bien ce mouvement qui vient, qui prend de plus en plus forme des entraîneurs locaux qui prennent la tête des sélections nationales africaines au détriment des Européens, au regard des vagues qu'on a pu expérimenter vers les fin années 80-90. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus confiance aux entraîneurs au niveau local africain. Parce que le monde change, je crois, mais aussi surtout parce qu'on a de plus en plus d'Africains qui prennent conscience de la nécessité de se former pour servir l'Afrique, ce qui est une très bonne chose. Et je crois que le problème de sélectionneurs, des sélectionneurs expatriés européens, il est simple. Si dans un pays, vous n'avez pas le profil qui correspond au poste, vous êtes obligé justement de vous attacher les services d'un expatrié. Mais si vous avez en interne un profil du mec qui a peut-être, je dirais, parce qu'on voit, c'est pas que les Africains qui se reconvertissent ou qui ont des postes, c'est pratiquement pas mal d'anciens footballeurs de renommée aujourd'hui qui prennent justement la destinée, les staffs techniques des fédérations. Donc si vous avez le profil d'un gars comme Aliou Cissé, qui a été professionnel, qui a eu une bonne carrière, qui a été capitaine de la sélection sénégalaise, aujourd'hui reconverti entraîneur qui fait du bon travail, ça répond à un profil. Si vous avez au Cameroun Rigobert Song, qui a le recordement de sélection en équipe du Cameroun, qui décide aujourd'hui d'être entraîneur-sélectionneur et qui a le poste, c'est un profil. Mais si vous n'avez pas le même profil au Burkina Faso ou au Niger, vous êtes obligé de faire appel justement à une expertise extérieure. Tout à fait. Donc, à mon avis, il est important que les anciens footballeurs ou les Africains se forment, parce qu'il n'est pas non plus dit qu'il faut avoir été footballeur professionnel pour être entraîneur demain. Non, c'est un choix de carrière. Je pense qu'on peut se former à devenir un très bon entraîneur, un très bon sélectionneur. Yves, je vais plutôt conclure avec une dernière question. De par ton parcours d'entrepreneur dans le milieu du football, quel a été ton plus grand challenge? Mon plus gros challenge a été l'implémentation de la nuit du football africain. Nous avons connu 4 années d'enfer difficiles où on nous a... Après, bon, avec le temps, vous grandissez, vous prenez des coups. Mais au début, on a été perçus comme des jeunes trop ambitieux, des gars qui arrivent comme ça, sortis de nulle part, avec un tel projet. Donc le costume semblait, pour beaucoup en tout cas, plus large que nous. Mais sauf qu'on avait quand même quelque chose que beaucoup de gens ne comprenaient pas bien. Ouais. On avait une conviction et on avait une détermination. Donc finalement, en entrepreneuriat, il faut avoir de la détermination, il faut avoir une vision, il faut avoir de la conviction, mais surtout il faut avoir le dos large parce que qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi? On a été endettés, on a été, mis dans des conditions de travail extrêmement difficiles au point de nous décourager. Mais je suis resté focus. Aujourd'hui, quand je parle d'entrepreneuriat, j'ai compris que c'est la résilience en fait. Il faut être résilient. Ça a été des moments difficiles. Ça a été d'ailleurs, je dirais, mais après, il était aussi important qu'on vive ces situations qui allaient nous forger un caractère. Et aujourd'hui, nous sommes sur d'autres projets qui avancent et ça se passe très bien parce qu'on a pu justement s'appuyer sur l'expérience de la nuit du football africain
ok, parce que pour justement s'engager sur d'autres voies. Yves Sawadogo, je crois que c'est tout pour nous. On a eu l'essentiel de ton parcours et surtout, c'est vrai que c'est un parcours de combattant, de guerrier qui, je pense, inspire et continuera à inspirer plus d'un dans le continent africain et même partout dans le monde. Merci Junior, il y a du travail, on est tous amoureux de notre continent, donc je pense que chacun à son niveau essaie en tout cas d'apporter un plus à cette Afrique que nous aimons tant, mais on n'a surtout pas le choix. Nous sommes africains et je pense qu'il est important qu'on s'engage justement de façon courageuse à porter notre continent. Les autres ne le feront pas. Merci Yves d'avoir accepté notre invitation No Limit qui a posé ses valises ici à Abidjan. Merci Junior, et puis j'espère que vous profitez bien du séjour ivoirien. Oui, ça se passe très bien en tout cas. Ben voilà, tant mieux. Merci beaucoup Yves. Moi je vais conclure en disant que lorsqu'il vous est demandé de sortir un travail, assurez-vous et soyez sûr de sortir un produit extraordinaire. Ne soyez pas comme les autres. Ne soyez pas ordinaire, sinon ça ne sert à rien. C'était Junior Kiakou, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.